Bonjour à tous et à toutes. Encore un podcast 30 minutes avec Roger-Marc Moreau, criminaliste. Marc Moreau, Roger-Marc, merci à vous d'avoir accepté ce podcast. Alors, comment aimeriez-vous qu'on vous Merci de m'avoir présente invité. et Oui. comment aimeriez-vous vous présenter? Eh bien, je suis simplement criminaliste. On dit criminaliste consultant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un criminaliste? Eh bien, la définition la, la plus reconnue, qui est celle de la Chambre des criminalistes de France, c'est un spécialiste en matière pénale et plus particulièrement en matière criminelle. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui je suppose que vous n'avez pas commencé votre carrière en tant que criminaliste. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette voie? Eh bien, Par quoi avez-vous commencé en fait? Voilà. Et comment en j'exerçais êtes-vous arrivé auparavant. à criminaliste? J'exerçais auparavant comme agent de recherche privé. Pendant des années, depuis plus de 30 ans, j'ai exercé comme agent de recherche privé. Mais je m'étais spécialisé, j'étais le seul en France, dans les affaires pénales. Donc j'ai traité énormément de dossiers, d'affaires judiciaires, les plus importantes, parce que j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands avocats qui me confiaient leurs dossiers. Et par conséquent, j'ai continué sur la même voie, sauf que la profession s'est un petit peu modifiée. Il y a eu des atteintes un petit peu à l'indépendance des professionnels D'accord. et je ne pouvais plus exercer de la même manière dans le domaine pénal. D'autant que moi, je voulais continuer à ne faire que du pénal, que des affaires d'ordre criminel, alors que les détectives et agents de recherche, eux, font surtout des affaires d'ordre commercial, financier et des affaires civiles. Civil, ouais, tout à fait. Mm. Et en fait, quand vous dites modification qu'est-ce qui a fait que le métier a changé, au niveau pénal surtout? Alors, ça n'a pas changé au niveau pénal, mais c'est la législation sur la profession qui fait que D'accord, ok. l'administration voulait réglementer l'activité, avoir accès, pouvoir contrôler également ce qu'il faisait, notamment la nature des dossiers qu'il traitait, D'accord. le nom des clients, ce qui Ah est oui, d'accord. improbable, et Donc, même avoir accès aux dossiers. oui, donc en fait, tout ce Donc, que c'est simplement confidentialité, impossible ouais, parce que tout à fait. c'était des violations du secret professionnel Tout et à du fait. secret des instructions en cours. Mm. Donc, les avocats qui vous confient un dossier ne veulent pas que l'administration ait accès simplement Ce qui à la semble normal, hein. stratégie de la défense. Ouais, ce qui Voilà. semble Donc, je normal. ne pouvais pas continuer d'exercer comme agent de recherche. Donc vous êtes spécialisé enfin, en criminalisme. Enfin, comment vous avez fait pour en fait pouvoir faire votre métier ou ce que vous aimez faire? Eh bien, écoutez, ça ne change rien. En fait, je continue de faire mon activité, sauf que je ne fais pas d'enquête. Vous savez, la profession d'agent de recherche est devenue une profession qui a trait à la sécurité. Mm. La sécurité, alors, j'ai jamais fait de sécurité. Alors, ils ont considéré qu'un agent de recherche, dès lors qu'il faisait des surveillances de personnes, qu'il les suivait, eh ben, il pouvait s'apparenter à un métier ayant trait à la sécurité. Moi, je ne fais rien de tout cela. Je fais comme les journalistes, je fais des enquêtes comme les magistrats. Mm. Je vais auditionner des personnes et ça n'a aucun lien avec la sécurité. Ouais. J'étudie des dossiers, je médiatise des affaires. Et donc, je continue à faire le métier que je faisais avant, mais sous le qualificatif de criminaliste. D'accord. Quelles sont pour vous les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine du droit pénal? Avant tout, il faut être un bon juriste et surtout avoir un esprit d'analyse. Car ce qu'on attend de nous, c'est d'apporter une analyse supérieure qui qui permette de contrer en quelque sorte un dossier qui va être étudié par des services administratifs, par des magistrats. Mm. Souvent, on estime que le magistrat va instruire, il est censé instruire plutôt normalement, il est obligé d'instruire à charge et à décharge, Oui, normalement. selon la lettre du code. Voilà. Mais les avocats pénalistes considèrent depuis toujours que cette loi n'est pas respectée et Et que que c'est plutôt les à charge. magistrats Mm. vont instruire plutôt à charge. Mm. Un Et donc célèbre vous êtes là pour faire avocat, la balance.
un célèbre avocat qui était Daniel Solé-Rivière, qui était un théoricien du droit, avait dit, mais demandez à un magistrat d'instruire à charge et à décharge. Il comparait le magistrat comme étant le chasseur qui poursuivait le criminel. C'est comme demander à ce chasseur de tuer le gibier tout en lui protégeant la vie. C'est simplement impossible, et c'est pour ça qu'ils n'instruisent qu'à charge. D'accord, Voilà. ok. Et puis d'autre part, on leur demanderait de penser de deux manières différentes, d'être un être bicéphale, c'est-à-dire de considérer à la fois que la personne est innocente, tout en considérant qu'il est coupable. Ouais, c'est la Simplement, ça ne fonctionne schizophrénie. pas. Donc, c'est la schizophrénie qui n'est pas possible, et par conséquent, ils ont choisi leur voie. La plupart du temps, ils instruisent à charge, et lorsqu'il y a des éléments incontournables, eh bien, ils vont faire des vérifications à décharge. Ouais, c'est la complexité du système. Et donc, dans l'analyse des dossiers litigieux, en fait, à quoi vous êtes particulièrement attentif pour détecter les failles? Qu'est-ce qui attire votre attention? Mais tout ce qui est expertise, déjà, Mhm. tout ce qui est aveu également, parce que parfois, il y a des aveux qui sont extorqués, comme dans certaines affaires bien connues. Et par conséquent, il y a des pressions qui sont non plus des pressions comme autrefois, des pressions physiques. Car autrefois, vous savez que le système français est un système de type inquisitoire, Ouais, tout à c'est-à-dire fait. qu'il est hérité de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était la torture pour faire avouer les gens. S'ils avouaient leur crime, ils étaient considérés comme étant coupables. S'ils n'avouaient pas, puis c'était difficile de ne pas avouer vu les méthodes qu'ils employaient, eh bien, ils pouvaient être considérés comme innocents. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on n'a plus le droit de torturer les gens. Il n'y a plus de bourreaux. Bon. Voilà. En tout cas, physiquement, psychologiquement, verbalement. Il y a psychologiquement la possibilité, effectivement, des gens qui sont un peu faibles peuvent être amenés à avouer des faits qu'ils n'ont pas commis. Et par conséquent, il faut toujours se méfier des aveux. Alors aujourd'hui, on dit que les aveux ne comptent plus. Ben non, c'est la preuve indiciale. Mais ce n'est pas vrai dans tous les dossiers, loin de là. Car effectivement, quand on a avoué les faits, on est sûr d'être condamné, même si le dossier ne tient pas. Il m'est arrivé donc d'intervenir sur des affaires dans lesquelles des personnes avaient procédé à des aveux, avaient été condamnées, et je vais réussir, à la suite d'une contre-enquête judiciaire, à les faire acquitter en appel. Et comment on s'y prend? Mais simplement, on démonte tout le dossier, on démontre que c'était des aveux extorqués. Sous la fatigue, la contrainte, la menace, l'intimidation, enfin tout procédé de manipulation Absolument, et vous savez, la détention provisoire. Et quand on dit à un individu, tu vas dormir en prison, mais si tu avoues, tu vas pouvoir rentrer chez toi, eh bien, il a tendance à dire, je vais avouer pour rentrer chez moi et retrouver ma famille. Oui, c'est humain. Et on lui dit, mais de toute façon, si tu considères que ce n'est pas tout à fait exact, tu pourras revenir sur tes aveux. Oui, donc il y a des méthodes. On va jusque-là. Et donc, une personne qui n'a pas vraiment et qui ne se rend pas bien compte de la gravité de ses aveux va être amenée à avouer des faits qu'il n'a pas forcément commis. Et là, dans ce cas-là, donc il y a souvent une forte pression. Y compris sur vous, vous venez de le dire. Comment vous faites pour vous gérer cette pression, parfois médiatique, parfois judiciaire, parfois pénale? Comment vous faites avec l'expérience? Comment vous gérez cette pression, ces enjeux? Écoutez, c'est presque une motivation, en fait. C'est le sens du combat et de la compétition? Pas forcément, mais c'est l'enjeu pour la personne qui nous a fait confiance, qui nous a remis sa vie entre nos mains. Et c'est à nous d'essayer de le sortir d'affaire. Si vraiment on le croit innocent, c'est un challenge très important. On n'a pas droit à l'erreur. J'avais dans l'affaire Silva, dont certains ont entendu parler, il y avait 2 accusés. Sa compagne était venue me trouver en me disant, mon mari est poursuivi, il est innocent. C'est pas évident au départ, puisqu'il y a une enquête à charge qui semble dire qu'il est coupable, il était en prison. Et à l'examen du dossier, je me rends compte, c'est même en fois que l'arme qui était censée avoir servi pour commettre l'assassinat, il n'y a pas de résidu de tir. Ouais, c'est embêtant ça. C'est embêtant. C'est que l'arme n'a pas tiré. Mais personne ne l'avait vu. Et on va le faire valoir devant la chambre de l'instruction et il va être libéré. Ils vont être libérés tous les deux.
Et alors, bien évidemment, il restait un ADN qu'on avait découvert sur la queue de détente de cette arme. Mais cet ADN, c'était un mélange d'ADN. Il ne l'avait pas dit. On pensait que c'était l'ADN de la personne. Mais un Mm. mélange d'ADN, ça n'a pas la même valeur. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Et puis, le fait que cette arme n'est pas tirée, on va obtenir sa mise en liberté. Donc, il va rester en liberté pendant des années. Mm. Moi, j'interviens en 2012 et il va passer devant les assises qu'en 2018. Entre-temps, avec sa compagne, ils étaient ensemble. Elle était une institutrice. Mm. Lui était agent immobilier. Il ne faisait pas partie du grand banditisme. Mm. Ils vont avoir 3 enfants. 2 petites filles magnifiques et un petit garçon. Mais à partir de là, je sais l'enjeu du procès. Ouais, tout à fait, Je ouais. sais que quand il va passer devant les assises, c'est toute la famille qu'il constitue, Ouais, la famille. qui va se retrouver dans une situation impossible s'il était condamné. Mm. Et donc on va à ce procès avec un dossier extrêmement solide. On espère un acquittement. Mm. On va démontrer que l'ADN, parfois il y a un doute, que l'arme n'a pas tiré, et puis qu'on va démontrer d'autres pistes qui n'avaient pas été exploitées. Et ça, c'est des. Et on croit Mm. qu'on va gagner. On est suivi heureusement par une journaliste qui suit tout, Mm. l'enquête et le procès. Ça va être diffusé d'un grand reportage sur TF1. Ça, c'est mon arme aussi, la médiatisation. La médiatisation. Justement, est-ce qu'elle est toujours Bien sûr. bénéfique pour la recherche de la vérité judiciaire? Est-ce que c'est toujours une arme bénéfique? Quand je l'utilise, oui, parce que c'est pour dénoncer un dysfonctionnement judiciaire. Donc à ce niveau-là, c'est bénéfique. Mais la presse n'est pas toujours bénéfique. Souvent, ils sont Partiaux. il peut faire des erreurs. On l'a vu dans certaines grandes affaires, l'affaire Grégory et d'autres. Haddad. Et souvent, ils polluent un petit peu l'enquête. Et parfois, d'abord, ils sont souvent à charge, hein, il faut le savoir. Ils vont plutôt dans le sens de l'accusation que de la défense. C'est rare qu'ils prennent fait et cause pour la défense, parce qu'ils ont tendance plutôt à écouter le procureur ou la justice quand elle rend une décision. On ne conteste pas la décision, la presse se plie quand même la plupart du temps. Donc là, dans les affaires que je traite, parfois il leur arrive de prendre fait et cause pour la défense. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà refusé? Alors, je voudrais juste finir l'affaire. Allez-y, Roger Marc. Finalement, les 2 individus, avec leur petite famille, on passe devant les assises et ils sont condamnés à des peines très lourdes. D'accord. Okay. Malgré les preuves. On va faire appel. Et cette fois-ci, je vais mettre le paquet, je vais médiatiser à fond. Et heureusement, comme j'avais été suivi, ça va être diffusé sur TF1. Toute la France va prendre connaissance de l'erreur judiciaire. Et en appel, on va obtenir un double acquittement. D'accord, ok. Oui, donc ça Mais peut entre-temps, ils l'avaient remis en prison. Ils les avaient remis en prison. On va les faire libérer à nouveau en attendant le procès, parce qu'il va avoir lieu 2 ans plus tard seulement. Et on va obtenir un acquittement à nouveau. Aujourd'hui, ils ont été indemnisés pour le préjudice énorme qu'ils ont subi. Oui, parce que ça casse des vies. Vous imaginez la responsabilité que j'avais à l'égard non seulement de la personne accusée, à l'égard de sa compagne, qui m'avait fait confiance en venant me trouver, mais également à l'égard de ses enfants et de toute sa famille. Est-ce que vous avez déjà refusé de vous impliquer dans une affaire, pour X raisons d'ailleurs? Mais souvent, nous, on ne défend que des affaires auxquelles on croit. Quand on a la quasi-certitude qu'il y a un dysfonctionnement, que l'enquête a été mal faite. Et ça, c'est quoi? C'est une petite voix? C'est une voix intérieure? C'est l'instinct, l'expérience? C'est l'analyse. Vous savez, moi, je suis un joueur d'échecs. Je suis quelqu'un... Le Kasparov criminaliste? Les faits, rien que les faits. Voilà, les faits, je suis très cartésien, je ne m'intéresse pas à la voyance, à quoi que ce soit. J'analyse des dossiers. Lorsque je vois une anomalie, je fais appel à des experts judiciaires toujours, et qui viennent nous aider. Hein. Si je n'avais pas des experts autour de moi, qui viennent témoigner devant les assises, etc., on ne gagnerait pas. C'est un rôle essentiel, le rôle d'expert? Des choses crédibles, bien sûr. C'est un rôle essentiel. Alors, vous savez, le problème en France, c'est le juge d'instruction qui d'habitude désigne les experts. D'accord. Mais les experts sont souvent soumis à la personne qui les désigne.
Mm. Autrement dit, un juge d'instruction, quand il va désigner un expert, il lui transmet le dossier. C'est bizarre, c'est comme ça en France. Mm. Et donc, par conséquent, l'expert a tendance à aller dans le sens de ce que souhaite le juge, ce qu'il le voit dans le dossier. Et bizarrement, souvent, ça vient conforter les déductions, les idées, la conviction du juge d'instruction. Et il a intérêt d'ailleurs, l'expert, de le faire parce qu'il est soumis quelque part. Mm. Même s'il est indépendant, il a le droit de dire non, c'est tout faux, et de mettre par terre Mm. toute une instruction. Le juge d'instruction, il instruisait depuis 5 ans, et là, l'expert, il vient et dit non, et il fout par terre son instruction. Ouais. Alors le juge d'instruction va réagir, évidemment. Il va simplement demander une contre-expertise, mais cette fois, il prendra un autre expert plus malléable. Oui, tout à fait. Et puis, quant au premier expert, il a intérêt à changer de... Et après, il peut changer de métier. Il va pas rester expert longtemps, agréé par la cour d'appel, puisque plus aucun magistrat ne fera appel à lui. Ouais, s'il casse les procédures... Il le sait. Et par conséquent, ils ont intérêt à se soumettre, en fait, à la volonté du juge. C'est pas normal. Ce que l'on souhaiterait, nous, la défense, c'est avoir le droit de pouvoir saisir notre propre expert, qu'ils aient le même poids et la même valeur que l'expert qui est saisi par le juge. Dans l'affaire que je venais de vous raconter, ma foi, les experts avaient été en dessous de tout. On va démontrer que l'ADN qui se trouvait pendant l'audience seulement, mais pas pendant toute l'instruction, on va démontrer que l'ADN qui se trouvait sur la queue de détente n'était pas l'ADN de la... Et l'expert réel, celui du juge, va le reconnaître à l'audience, parce qu'on va le confronter à un de ses collègues qui était aussi réputé que lui et qui va démontrer à l'audience qu'il s'était trompé. Et l'autre expert va le reconnaître. Je m'étais trompé. Et voilà, donc à partir de là, on a obtenu les acquittements. Mais si on n'est pas vigilant, eh ben, ma foi, ces gens, ils partent en prison pour des années, des années, des années. Une affaire dans laquelle vous avez été impliqué et qui est devenue quelque part un symbole de l'erreur judiciaire, c'est l'affaire Omar Haddad. Oui. Quelle leçon avez-vous tiré de cette affaire finalement? Écoutez, moi j'ai travaillé sur ce dossier qui est un dossier symbolique, c'est vrai, où il y a eu un nombre d'erreurs colossales. Et par conséquent... Avec un avocat de haute j'avais été valeur. saisi par le plus grand de tous les avocats connus à l'époque. Le plus connu de tous, c'était Jacques Vergès. C'est lui qui m'avait saisi. Mais il y avait un énorme intérêt dans cette affaire, parce qu'il y avait une famille très fortunée derrière. Oui, il y avait des sous, il y avait des biens riches. Et de l'argent. Il ne fallait pas y toucher, il ne fallait pas enquêter sur eux. On ne voulait pas savoir à qui profitait le crime, etc. Donc, par conséquent, on s'est dit, puisque c'est écrit, on va restreindre l'enquête autour de la personne qui est accusée dans les lettres de sang. Omar m'a tué. Oui, je pense que tout le monde se rappelle. Omar m'a tué. Et donc, à partir de là, c'est vrai que on a réussi à... Alors, j'ai fait appel à beaucoup d'experts, notamment les expertises en écriture qui avaient été faites à l'origine, disaient à 100%, c'était l'écriture de Madame Marshall, alors que celle-ci n'avait pas la capacité de faire ses écrits d'une netteté incroyable, à 2 reprises et dans le noir. Et par conséquent, tout ça ne tenait pas, mais la cour d'assises avait accepté l'idée que c'était bel et bien Madame Marshall l'auteur. Et donc, on va démonter tout cela. Et c'est vrai qu'on va, nos requêtes en révision vont prospérer. Il y aura 2 instructions complémentaires derrière. C'est une affaire qui va être très médiatisée. Oui, je pense que tout le monde s'en rappelle. Hein. Enfin, moi, Omar m'a tué, c'est presque devenu dans le langage courant, quoi. Absolument. Quand on est victime de quelque chose, voilà. Et donc là, il y a deux types de relations. Il y a les relations avec les experts, donc que vous mandatez, et les relations avec les familles. Est-ce que parfois les familles vous compliquent la tâche, soit parce que trop pressées ou trop inclusives? Est-ce que les familles parfois vous rendent le métier difficile? Oui, ça arrive, surtout quand il s'agit de personnes disparues. Parce que quelquefois on est saisi, on ne sait pas ce qu'est devenu la personne. Et les familles, eux, vont nous saisir en espérant, parfois qu'on va retrouver leur enfant qui a disparu, par exemple, ou leur proche. Et
ils ont tellement cet espoir qu'ils ne veulent pas l'accepter. Quelquefois, les conclusions, c'est une hypothèse criminelle qui prévaut. Et par conséquent, il n'y a aucune chance de la retrouver. Et donc là, à partir de là, ils sont prêts à écouter n'importe qui. Ils font appel à des magnétiseurs, à des voyants. Et ça nous complique effectivement la vie. Ou à des gens mal intentionnés qui leur disent « Mais moi, je veux vous la retrouver. Votre fille, elle est bien vivante. Je suis convaincu qu'elle est en Suisse en ce moment. » Ah, vous pensez bien qu'elle n'est pas en Suisse. Mais le problème, c'est que oui, ça va nous compliquer la vie. Quelquefois, j'ai dû renoncer à des dossiers. Ah, d'accord, ok. Ne pouvant pas continuer parce que les clients vont presque contre ce que l'on fait. D'accord, donc en fait, oui, déjà que l'affaire en elle-même est compliquée, mais en plus, la famille ne permet pas de travailler dans les meilleures conditions. Non, ils nous mettent entre les pattes des gens qui ne connaissent rien, qui leur prétendent qu'ils vont faire mieux que nous. Vous avez travaillé sur plusieurs affaires médiatisées, voire très médiatisées. Laquelle vous a le plus marqué ? Écoutez, l'affaire, moi, à mon avis, ma plus grande réussite de ma carrière, c'est l'affaire Azimani El-Jabri. Oui. Ce sont deux hommes qui étaient accusés à tort d'avoir commis un meurtre à Lunel, et puis qui clamaient leur innocence, mais ils vont être condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Dans un premier temps, à Montpellier. Et ils clament leur innocence et leur famille fait appel à moi. Donc je vais travailler, je vais faire un dossier à décharge et on va le soutenir devant la cour d'appel à Perpignan. D'accord, ok. Et donc l'année suivante, ils vont être condamnés à nouveau à 20 ans de réclusion criminelle, malgré tous les éléments qu'on avait apportés. Je vais me battre comme un chiffonnier pendant des années pour obtenir une révision du procès. Et les révisions, c'est quasi impossible d'obtenir en France. C'est très difficile. Il y en a une dizaine depuis la Révolution française. Une dizaine de décisions qui ont été officiellement une douzaine, en réalité, avec celles que j'ai obtenues moi-même, donc, de révision en France. Donc, il n'y aurait que 12 erreurs judiciaires dans l'histoire de la justice française. Ce qui est complètement absurde. Oui, tout à fait, ouais. C'est très difficile à obtenir. Et je vais réussir dans cette affaire exceptionnellement à obtenir la révision du procès. Ils vont être jugés en 2014. Que je vous parlais du procès en appel, va être rendu en 2004. En 2014 seulement, ils vont obtenir la révision et ils vont être réhabilités et indemnisés. Après, leurs avocats, gros combat. Ouais, leurs avocats ont jamais rien lâché pendant presque 15 ans, plus de 15 ans. Et si j'ai bien compris, parce que là, je suis en train de... il y a eu une contre-enquête de la section de recherche de gendarmerie aussi. Exactement. Qui a confirmé les éléments que vous aviez au préalable rassemblés. Absolument. Donc, ils vont confirmer les éléments. Donc, je les en remercie. Il y a des gens qui ont été très bons dans cette affaire, mais il y en a beaucoup qui ont été très mauvais. Il y a des moins bons. En particulier les juges d'instruction. À l'époque, des faits comme ça va être très médiatisé, parce qu'une révision, forcément, on ne parle que de ça. Ouais. Et, même si ce n'est pas l'affaire qui est la plus connue. Et pourtant, c'est une grande révision. C'est même la plus grande des révisions, parce que c'est la première fois qu'on a une double révision, 2 personnes en même temps. 2 personnes en même temps. La révision. Et donc, je suis très fier de ça, d'abord. Mais il n'y avait aucun élément de preuve contre eux. Aucun. Et le juge d'instruction qui a failli va être contacté à l'époque par des journalistes pour lui demander alors votre réaction. Je dis, vous êtes sûr que c'était moi le juge? Je ne me souviens pas de l'affaire. C'est-à-dire qu'il comptait tellement peu pour lui, ces deux personnes. L'un s'appelait Abdelkader Azimani, l'autre Abdelharim El-Jabri. Ouais. Donc on a compris que pour les gens certaines personnes, ce sont des gens qui ne comptent pas, et ils ne comptaient pas pour leur juge. Simplement parce qu'il ne se souvenait même pas que c'était lui qui avait instruit l'affaire. Il était en poste à Dakar, il était contacté par les journalistes, il dit ah oui, c'était moi le juge. Voilà. Est-ce qu'il y a une affaire que vous auriez aimé, dans laquelle vous auriez aimé travailler, mais dans laquelle vous n'avez pas travaillé? Voilà.
Est-ce qu'il y a une affaire en particulier où vous auriez aimé vraiment vous impliquer? Mais Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Parfois, je suis contacté par des gens qui font me confier leur dossier et qui, peut-être sur le conseil de certains, ne le font pas. Mm. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou simplement, même s'ils ont les moyens, qu'ils ne veulent pas le faire parce que les avocats leur disent non, on va le faire sans. Parce que vous savez, il y a un combat d'ego aussi, hein. Ouais. Il y a certains Ouais. avocats qui souhaitent être sur le devant de la scène. Conserver la première place. Qui vont dire à leurs clients, mais c'est pas utile, Mm. ça va indisposer le tribunal ou le juge, Mm. ou alors vous avez dépensé beaucoup d'argent pour rien, ou alors voilà, ou simplement il va être plus nuisible qu'utile, voilà, mais quelquefois il se passe ce genre de choses. Résultat, je suis passé à côté de certaines affaires que j'aurais bien traitées. Mm. Et oui, certaines font passer en jugement là. Il y en a une en particulier, on m'a contacté, j'étais le premier, mais c'est pas moi du tout qui l'ai traité. Et ils ont essayé 2, 3, 4 avocats, puis ils vont aller à la condamnation, ça me paraît clair, comme d'habitude, parce que si on n'a pas d'éléments, S'il n'y a pas d'éléments, c'est dur de... l'instruction à charge Mm. qui a été faite, eh bien, on n'a aucune chance de gagner. En fait, les avocats n'ont pas le droit de mener des investigations en France. Oui, au contraire des USA. Ils ne font rien. Au contraire du système. Et contrairement donc, à ce qu'ils s'imaginent, ils vont certes parler, ils vont s'agiter à la cour d'assises, mais ils ne vont pas obtenir l'acquittement. Oui, ils n'ont que le pouvoir de parole. Ils perdent leur procès. Ils n'ont que le pouvoir de parole. C'est très rare qu'ils gagnent. Quel regard vous portez sur l'évolution de votre métier, de la justice? Maintenant, vous avez le recul, je dirais, et la sagesse due à l'expérience. Eh bien, on s'imagine, avec l'évolution des techniques, qu'il n'y a plus d'erreurs judiciaires possibles, parce qu'il y a l'ADN, etc. Mais en fait, ça n'a rien à empêcher. En fait, c'est l'humain qui... Ça peut en provoquer. Ça peut en provoquer, parce que si on trouve un ADN sur une scène de crime, on va considérer que c'est la personne qui est l'auteur, alors que ça peut être un ADN de transfert. Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être le vôtre ou le mien. Et qu'on n'avait rien à voir avec l'affaire, simplement parce qu'on a rencontré la personne en question, on lui a serré la main, on a touché un objet qui lui appartenait derrière et il l'aura déposé. Parce qu'on peut transmettre ou non l'ADN, plus ou moins facilement selon les individus. Et par conséquent, le fait simplement de trouver un ADN n'est pas suffisant pour incriminer une personne. En fait, c'est vraiment... Et encore moins quand il s'agit d'un ADN mitochondrial. Parce que l'ADN mitochondrial, ce n'est pas l'ADN nucléaire. Par exemple, un cheveu, s'il n'y a pas la racine, s'il n'y a pas le bulbe, ça tient pas. Eh bien, c'est un ADN mitochondrial. Eh bien, en ce moment, j'ai une personne qui est en détention depuis 2 ans et demi. C'est terrible pour elle, puisqu'on a retrouvé simplement un cheveu qu'on lui attribue. Il n'est pas de la bonne couleur. C'est un cheveu châtain clair, elle a eu les cheveux noirs, cette dame. Et on dit, c'est la même lignée maternelle. Oui, c'est la même lignée maternelle qu'elle et bien d'autres personnes. Et par conséquent, c'est pas du tout normalement incriminant. Et bien, ça lui suffit pour être en prison depuis 2 ans et demi, alors qu'elle est âgée de près de 80 ans et qu'elle est handicapée à 80%. Je croyais qu'à partir d'un certain âge et pour des questions de santé, les emprisonnements n'étaient pas, je dirais... Sauf quand on veut obtenir des aveux à tout prix. D'accord. Et donc, je peux vous dire qu'hier encore, sa demande de mise en liberté a été rejetée. D'accord, ok. D'accord. Oui, donc en fait, c'est au bon desiderata de la justice et du juge. Quand je vous dis les pressions, ça existe, oui. Bien évidemment, elle a entre les mains le marché suivant. Hein. Vous avouez, puis vous sortez en attendant votre procès. Vous êtes âgé, vous allez bientôt mourir et ce serait bien pour vous de sortir quand même. Puis entre-temps, vous ne pouvez pas voir vos petits-enfants, ni même parce qu'elle a eu de la chance, comme elle est très âgée, d'avoir un arrière-petit enfant, donc un garçon. Eh bien, la chambre d'instruction lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de le voir. D'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, l'impact sur l'humain... On a dû faire des pieds et des mains. On a saisi le président de la République pour qu'il change d'avis, qu'elle puisse le voir. Hein. Oui, simplement le voir. Ce qui semble être... ça n'a pas beaucoup d'influence. Ça fait partie de la pression. Ouais, d'accord.
Ben écoutez, Donc, quand je vous disais, il n'y a plus de torture. Ouais, non, mais Physique, oui, psychologiquement, mais on peut torturer. verbalement, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais écoutez, 30 minutes, ça passe très très vite en fait. C'est déjà fini. Et oui. C'est déjà fini, donc ben, on aura sûrement l'occasion de se revoir, Roger Marc. Je vous remercie de Avec ces 30 plaisir. minutes. Je remercie les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Partagez-le sans modération. Roger Marc, merci à vous. Merci pour Merci à vous toutes ces surtout. réponses. Merci beaucoup. Et à tous et à toutes, au revoir et à très bientôt. Au revoir.